Je vais maintenant introduire les 3 masterclass. Alors, on va en faire une première. Après, il y aura une pause. Puis après, on fera les deux suivantes. Ces 3 masterclass vont être animées en tant que dialogue par Géraldine Russell, qui est rédactrice en chef adjointe chez Major.com. Géraldine, elle est spécialiste, donc elle est tout à fait pertinente sur les sujets qu'on va aborder. Elle est spécialiste de la cybersécurité, de l'intelligence et de la sécurité économique. Journaliste depuis 10 ans, elle a travaillé auparavant au Figaro et chez Medines et elle a couvert l'actualité des entreprises innovantes. Donc elle est au cœur du sujet. Son animation sera d'une grande pertinence. Alors la première table ronde que je vais vous présenter a pour thème, on va mettre la première, la data pour mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux répondre aux attentes. Ça va être le premier thème. Pour animer cette masterclass, cet échange, on va avoir 2 intervenants. Le premier que je présente, c'est Jean-Paul Mazoyer, qui travaille sur les transformations technologiques et digitales du Crédit Agricole, de SCL, de Before, de toutes les marques de ce très grand groupe. Quand il était directeur général de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, il a piloté le remaillage territorial des agences avec des formats d'agences hybrides entre humain et digital ou humain et digital. Dans une interview accordée lors de la Vivatech 2021, Jean-Paul Mazoyer a rappelé l'enjeu du Crédit Agricole en matière d'expérience client. Allier la commodité du digital et le désir des clients de parler à des humains. Je pense que tout est dit là par rapport à notre thème. Qui comprennent leurs besoins, qui sont capables de prendre des décisions et d'apporter de la valeur ajoutée. Voilà, le sujet est bien posé. Notre deuxième intervenant, c'est Daniel Ritter. Il est président et cofondateur de la société Better World, société technologique française, primée par la communauté européenne, active dans l'intelligence artificielle, appliquée à l'écoute des clients et à l'écoute des collaborateurs. Avant cela, Daniel a travaillé pendant 15 ans au Boston Consulting Group, de stagiaire à partenaire. Il y a notamment structuré et piloté les activités de transformation digitale. Daniel est diplômé de l'École centrale Paris. J'ai la joie d'ajouter que Better World vient d'être le lauréat des trophées internationaux de Silver Echo à Cannes. Bravo Daniel, bravo à ton équipe. Nous avons développé avec Daniel une offre commune pour diagnostiquer et piloter en permanence les expériences clients, les expériences collaborateurs. Jean-Paul Mazoyer, Daniel Ritter et Géraldine, je vous invite à venir sur scène pour faire cette première masterclass. Merci à vous 3. Je vous cède la place. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Avant de commencer cette discussion, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, comme vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avec Laurent, rattrapez-vous sur cette première discussion. Ce que je retiens de la première intervention, c'est que le client attend évidemment qu'on réponde à ses besoins et on l'a compris le plus rapidement possible. On voit bien dans ce contexte-là tout ce que la donnée peut apporter pour qu'on puisse mieux connaître les attentes du client le plus rapidement possible. Encore faut-il pouvoir identifier ces données, les traiter et puis les transformer finalement en offres et en services. Peut-être pour commencer cette discussion, est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité avec les technologies actuelles de pouvoir bien cerner à quel degré finalement peut-on cerner les attentes des clients et des collaborateurs aujourd'hui? Peut-être Daniel pour commencer. Absolument, avec plaisir. Donc merci pour la question et je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Je dirais, pour répondre à la question, quand on parle de technologie actuelle et de données, je pense qu'il faut déjà commencer à parler de quelles données en fait. Et en fait, on peut un peu structurer le monde en disant il y a des données structurées, justement, ce qu'on trouve dans des fichiers Excel, et puis il y a des données non structurées. Ce sont toutes les notes en texte libre qui sont prises par des commerciaux. Ce sont tous les verbatims de retour client. Et en fait, les technologies actuelles, dit autrement un peu pré-intelligence artificielle, elles traitent très bien la donnée structurée, les tableaux Excel. En fait, elles ne sont pas très bien adaptées aux données non structurées. Et c'est là en fait qu'il faut passer un peu à la deuxième étape, quelque part, qui est l'IA et l'apprentissage machine. Et ça, on y reviendra. Jean-Paul, comment est-ce que vous, au Crédit Agricole, vous identifiez les données que vous souhaitez
utilisés et qui seront utiles pour mieux personnaliser peut-être aussi les offres à vos clients? La banque est un métier qui est fait de technologie et de finance. Et nous traitons de la technologie depuis des décennies. La base de données du Crédit Agricole est la plus belle base de données de France. Ce n'est pas de l'immodestie, c'est simplement, elle est basée sur un premier chiffre qui est 25 à 30 millions de clients en France. Donc première banque en France largement. Et le deuxième, c'est parce que ces données sur les clients sont modifiées tous les jours. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir des cartes de fidélité pour savoir qui est notre client, puisqu'on le connaît. De façon un peu provocatrice, je vous dirais qu'on connaît mieux nos clients que leurs conjoints, puisqu'on a des informations sur le client qui sont évidemment extraordinairement confidentielles. Dans ce qui nous est permis par la CNIL, nous avons une possibilité de connaître nos clients par la data, de l'utiliser, qui est absolument exceptionnelle. Ça fait des décennies qu'on le fait. On est de plus en plus précis par des algorithmes. On est capable aujourd'hui de détecter de façon prédictive des comportements, mais ça fait des décennies qu'on utilise de l'information. C'est un bouchon de champagne. Ça fait des décennies qu'on utilise ces datas pour nos clients. Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Tout simplement parce qu'il faut qu'on arrive à combiner le temps disponible de nos conseillers dans les agences et cette data pour être le plus pertinent possible. Un conseiller dans une agence bancaire traditionnelle, milieu de gamme, ça traite environ 4 à 500 clients. S'il ne sait pas à quel moment il doit s'adresser à un client et pourquoi, son service va être moyenné sur 400 clients. Donc, ce qui veut dire qu'il aura en moyenne une demi-journée pour chacun des clients par an, ce qui est absolument ridicule. La data nous aide à dire voilà la bonne offre au bon client, au bon moment. Et on peut être de plus en plus précis sur cette information-là. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit sur le fait que vous avez la plus belle base de données de France. On parle effectivement notamment en termes de somme, de nombre de données, mais comment finalement garantir au sein de l'entreprise que la bonne donnée se retrouve dans les mains du bon collaborateur qui pourra ensuite l'utiliser là aussi auprès du bon client, en quelque sorte désiloter cette donnée qui est parfois très cloisonnée, service par service. Vous avez complètement raison, d'autant plus dans les groupes bancaires qui sont en général assez décentralisés. Vous avez de la donnée sur les clients qui peut être à plusieurs endroits. Le client peut être client d'une des banques régionales, client de la société d'assurance, client de la société d'épargne, client de la société téléassistance, etc. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à consolider cette information pour avoir une vision unique du client. La deuxième réponse à votre question, c'est les organisations traditionnelles affectent les clients à des conseillers. Et donc vous avez une information sur un client, vous l'affectez au conseiller qui est en charge de la relation avec ce client. Mais ces organisations-là sont en train de voler en éclats par le digital, on en parlera peut-être tout à l'heure, et font que désormais vous devez avoir cette information accessible à toute personne qui va être en relation avec le client à un moment donné. C'est les systèmes de CRM, évidemment, qui doivent être où on doit partager cette information. Donc c'est ça, on n'est plus dans la logique je pousse de l'information jusqu'à un conseiller pour qu'il le pousse au client. On est dans une logique, si le client souhaite une relation humaine en plus de la relation digitale, il faut que je sois capable de donner à la personne humaine qui va être en face du client l'intégralité des informations pour lui permettre de prendre une décision en responsabilité. Et pour retrouver finalement, et pas faire simplement, c'est une expression que j'utilise souvent, pas simplement faire des humains augmentés par du digital, mais faire véritablement des processus digitaux qui sont augmentés par des humains en responsabilité. Daniel, c'est un des enjeux aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises, évidemment pas seulement le Crédit Agricole, de pouvoir accéder facilement à cette donnée une fois qu'elle est traitée aussi. Oui, absolument. Alors, pour prendre un exemple dans une autre industrie, prenons l'industrie automobile. En fait, dans l'industrie automobile, qui sont les gens qui ont la meilleure perception des attentes clients? En fait, c'est le vendeur qui est en contact avec le client et c'est le réparateur qui répare le véhicule. Sauf qu'en fait, ces deux personnes-là ne sont pas les personnes qui conçoivent le véhicule. Et effectivement, on parlait de désilotage des organisations.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'information coule de façon assez difficile entre le vendeur, le réparateur et le concepteur du véhicule. Et en fait, tout l'enjeu, c'est comment on fluidifie ça. On parlait de fluidifier tout à l'heure, c'est vrai aussi en interne. Et typiquement, alors, en fait, pourquoi c'est pas fluide? Parce que c'est compliqué. Parce qu'en fait, la donnée a des très gros volumes, et encore plus la donnée non structurée. En fait, la donnée non structurée, c'est 80% des données des entreprises. Donc, c'est là que ça se joue. Et ce qu'on peut faire typiquement, et c'est ça qu'aide à faire l'intelligence artificielle, c'est simplifier cette donnée, c'est classer cette donnée. C'est toutes les remontées des vendeurs, des réparateurs, les classer par exemple par partie du véhicule. La direction, le freinage, la transmission, la direction, etc. Et ça permet quoi? Ça permet d'envoyer de façon très spécifique les feedbacks sur la direction à l'équipe d'ingénierie qui travaille sur le système de direction. Et en fait, ça, et rien que ça, en fait, ça change tout, parce que chaque ingénieur se retrouve avec son pack de données, et uniquement celui-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas connaître le reste, mais en tout cas, il a de façon très claire ce qu'il doit traiter. Voilà. Et ça, c'est un gros sujet du désilotage, c'est simplifier la donnée, fluidifier l'accès à la donnée. Et on voit bien l'apport de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Mais comment est-ce qu'on place le curseur, finalement, vous le disiez, entre cet humain augmenté ou cette data augmentée par l'humain? Quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et par quel processus il faut peut-être mettre en place pour que l'humain prenne tout son sens aussi dans ces technologies-là? La transformation digitale d'une entreprise, c'est une transformation holistique, globale de l'entreprise. Elle dépend du directeur général de l'entité qui a envie ou pas, qui a les moyens ou pas de faire cette transformation globale et qui a le temps de le faire, qui a les moyens économiques, sociaux, ce que vous voulez, pour être capable de faire cette transformation. La transformation digitale d'une entreprise, c'est la prise en considération des opportunités qu'offre la technologie pour modifier fondamentalement et la relation client et les process internes. Ce qui signifie que le dirigeant doit d'abord être un excellent expert de son domaine d'activité, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il doit désormais être capable de comprendre, j'allais presque dire d'aimer la technologie pour être capable de comprendre ce que la technologie va changer dans son métier. Or, traditionnellement, les dirigeants sont souvent dans une logique « je prends la technologie pour optimiser un système existant ». Donc c'est un changement monumental que de dire à quoi ça va servir. Et donc le curseur que vous évoquez, ce que l'on voit traditionnellement, c'est dans mon secteur d'activité, des banques, pardon de la répétition, traditionnelles qui utilisent la technologie pour optimiser des systèmes existants et pour augmenter les humains, mais jusqu'à 17h, et pas le lundi. Et vous avez des banques, au contraire, qui se créent avec du digital, qui, elles, disent à quoi va me servir la technologie pour avoir une nouvelle relation avec mes clients. Là, c'est du 24-24. La grosse différence, c'est que ces banques traditionnelles font du digital augmenté par du numérique, ou l'inverse, comme vous voulez, alors que les banques traditionnelles peuvent allier, si elles sont capables de le faire, de l'humain, qui est en général leur force, d'autant plus dans des banques mutualistes territoriales où on a une très grande empathie, une très grande proximité avec les clients, de coupler ça avec les possibilités qu'offre la technologie. La data, l'IA, mais pas que, également tous les accès à distance qui nous permettent d'avoir cette relation avec les clients. Je vous vois hocher la tête, Daniel, c'est un vrai prisme que finalement cette data doit servir un objectif bien précis pour ne pas devenir un frein en quelque sorte. Oui, absolument. Enfin, je rejoins bien ce qui a été dit. En fait, je rajouterais peut-être que les nouvelles technologies, mais même plus spécifiquement l'IA, peut aussi faire peur. En fait, on voit dans la plupart des entreprises des inquiétudes autour de l'IA. C'est quel est l'apport? Est-ce que ça va remplacer mon travail? Est-ce que, je vous vois aussi hocher de la tête, effectivement, est-ce que ça remplace le travail que je fais? Est-ce que ça vient le compléter? Est-ce que ça peut me contredire en tant qu'humain? Est-ce que je peux avoir tort à cause de l'IA? Tout ça, c'est des questions qu'on entend. Et là, l'enjeu, il est en fait beaucoup dans la vulgarisation. Et ça, c'est très peu fait aujourd'hui. Ça pourrait être fait à l'échelle nationale, mais ça doit être fait aussi à l'échelle locale de chaque entreprise. Et en fait, quand on rentre dedans, en fait, l'IA, c'est en fait rien d'autre que des statistiques très évoluées. Et en fait, c'est pas une boîte noire, c'est pas de la magie noire. On parle souvent de magie noire, non. C'est des stats évoluées. Et en fait, comment ça marche en 2 mots? En fait, on donne à une machine ce qu'on appelle un jeu de données d'entraînement, où souvent, d'ailleurs, un humain a dit
telle phrase qui dit « ma voiture freine mal », ça doit rentrer dans la catégorie freinage. Ma voiture tient mal la route ou l'arrière part, dit n'importe comment, ça doit rentrer dans tenue de route. Ça, c'est souvent un humain qui va le dire. Et la machine, en fait, elle va apprendre avec ça. C'est le jeu de données d'entraînement. Et après, quand elle va rencontrer une situation similaire, elle va réagir de la même façon. Et en fait, c'est ça et c'est que ça. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Et tout ça, ça doit être expliqué de sorte à minimiser, je dirais, l'inquiétude vis-à-vis de ça. Oui, je compléterai le propos. Plus on a d'IA, d'utilisation de la data de digital, plus on déplace le curseur sur le rôle de l'humain derrière. Il y a peu de temps, on considérait qu'en gros, les tâches subalternes pouvaient être faites par du digital et que la valeur ajoutée, dès qu'on rentrait dans de la complexité, devait être faite par un humain. C'est terminé. Il y aura toujours plus d'intelligence dans la technologie et dans la capacité à fournir de l'information, y compris hyper personnalisée, à un client, que dans la tête d'un conseiller. Et il est illusoire de penser que ce sont les humains qui vont gagner face à des machines en termes de connaissances, en termes d'information. Ça déplace le curseur vers des sujets qui ne sont pas traités par le digital, c'est-à-dire l'interprétation. Et la capacité, je parlais d'empathie tout à l'heure, la capacité d'un vendeur en relation avec le client à apporter une valeur ajoutée humaine, d'humanité, par rapport à ce que fait le digital. On a tous en tête que de temps en temps, on est bloqué, je crois que vous le disiez tout à l'heure, on est bloqué dans un process digital, on a envie de parler à quelqu'un. Alors d'autant plus dans mon métier, parce que dans mon métier, on est sur des sujets qui peuvent être très, très engageants pour un client. C'est l'achat d'un bien immobilier, vous imaginez, on fait ça une fois, 2 fois, peut-être 3 fois dans sa vie pour ceux qui ont le plus de chance, préparation de sa retraite, ce que vous voulez. Les grands moments de vie, on a envie de parler à quelqu'un. Si je commence à faire des simulations sur digital, j'ai besoin de temps en temps presque de débrayer le process, de faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose de binaire. C'est à ce moment-là que je dois parler à quelqu'un. Et c'est toute la difficulté de nos organisations, c'est d'être capable d'avoir des humains qui sont, des femmes et des hommes, qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée. Ce qui signifie énormément de formation. Et pas de la formation technique, pas la course à la compétence technique. Non, de la formation sur le comportement de comment je dois être face à mes clients. Donc c'est un changement supplémentaire. Ce que l'on voit avec l'IA, c'est ce déplacement du curseur. Ce côté rassurant, on revient sur le premier besoin primaire qu'on évoquait tout à l'heure. On l'a évoqué pour les collaborateurs, on l'évoque pour le client, sortir de ce process numérique. Ça fait écho à une question qu'on a sur le RGPD, savoir est-ce que finalement c'est compatible de collecter de l'info. On parlait tout à l'heure de collecter de l'information sur les loisirs, les hobbies d'un client dans le milieu automobile. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui nécessite de rassurer le client aussi là-dessus, de dire oui, on va avoir plus d'informations sur vous, mais seulement jusqu'à un certain point. C'est quelque chose aussi que les entreprises doivent prendre en compte dans leur collecte de l'information aujourd'hui? Dans mon domaine d'activité, les banques sont considérées comme des tiers de confiance. Et le bien le plus précieux que l'on a, c'est la réputation. Et cette réputation, elle est basée sur la confiance. Un breach de sécurité, des données qui sortiraient de la banque serait très dommageable pour la réputation de l'établissement. Donc on fait très très attention, spécialiste de cybersécurité, on fait très très attention à notre sécurité de nos données. Donc la première chose, c'est de rassurer les clients sur le fait que les données, elles sont parfaitement sécurisées par la banque. Ça pose des questions sur la souveraineté, les lieux de stockage, tout ce que vous voulez. C'est pas l'objet, mais c'est des vrais sujets. Deuxième sujet, c'est quelle est l'utilisation qu'on fait de la data de nos clients. Quand c'est une utilisation au profit du client, la très grande majorité des clients est tout à fait favorable à donner son accord pour l'utilisation de ces informations. Et tendanciellement, plus on est jeune, plus on est ouvert à donner son accord pour l'interprétation et l'utilisation de ces datas. Quand vous êtes sur des activités qui sont liées à votre cœur de métier,
vous n'avez pas besoin d'un opt-in du client pour le faire, d'un accord formel du client. Vous pouvez le faire avec RGPD. RGPD vous autorise à utiliser vos données pour améliorer votre activité. Dès que vous sortez de vos activités traditionnelles, là, vous avez besoin d'un accord du client de façon officielle pour dire oui, je vous autorise à utiliser mes datas. Plus la banque évolue dans ses offres, plus elle est obligée de faire appel à des partenaires extérieurs pour nous aider à faire ses offres. Pour accompagner les transitions énergétiques, par exemple, il faut qu'on fasse du financement, mais pas que. Donc, on a besoin de le faire avec des partenaires. Plus on aura des partenaires, plus on aura besoin de la data. Et plus on aura besoin d'avoir l'accord du client pour dire « vous êtes d'accord pour que je vous fasse une offre avec des partenaires ?» Voilà, c'est ce que l'on trouve habituellement quand on est sur le digital. Le cadre RGPD, qui est une spécificité européenne, avec une CNIL qui est encore plus stricte en France, protège très fortement les consommateurs français, et c'est très très bien, nous oblige et fait qu'il y a beaucoup plus de discipline dans l'utilisation de la data. Et il y a une deuxième règle que vous n'avez pas citée, qui est la directive sur les services de paiement numéro 2, la DSP2, et qui oblige les banques à ouvrir leur data à des concurrents. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on a sur les clients sont accessibles par des fintechs pour être capables de fournir des services en concurrence avec la banque. Donc en plus, nous, on est dans une situation où toute l'information qu'on a sur les clients est obligée de la partager avec d'autres. Mais tout ça est au bénéfice, à mon sens, au bénéfice des clients. Il faut pouvoir leur expliquer pour les rassurer, mais c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs. La preuve, on a des questions sur ce point-là. Aujourd'hui, c'est presque admis que les clients sont au courant de toutes ces infos-là. Peut-être un autre sujet sur comment est-ce qu'on utilise cette donnée pour co-construire des offres, pour faire passer le client finalement de simplement utilisateur des services et des produits à constructeur, concepteur aussi en partie de ces produits-là. Est-ce que c'est quelque chose que le client attend et comment est-ce qu'on peut satisfaire ses attentes à ce niveau-là grâce à la data? Daniel, peut-être? Merci. Alors, je vais prendre l'exemple d'un autre secteur qui est le secteur de la santé. Effectivement, on parlait de la banque qui est de fait des données très engageantes. La santé fait partie de l'autre grand secteur où les données sont de fait hyper engageantes. Donc la société Better World en fait, est le premier acteur en France d'analyse de feedback patient et aussi professionnel de santé. Donc c'est un secteur qu'on a la chance de bien connaître. Et typiquement, je dirais le temps un peu ancien, c'était ce qu'on appelait des patients traceurs. Donc en fait, on avait 1, 2, 3 patients par an ou sur une période donnée dont on suivait tout le parcours pour voir ce qui, dans ce parcours, les satisfaisait et les insatisfaisait. Mais ça, c'est un petit peu l'ancien temps. Pourquoi? Parce que on voit bien un échantillon qui n'est pas représentatif. Parce qu'en fait, il y a tellement d'affections différentes, tellement de catégories d'âge différentes, qu'en fait, on ne peut pas être représentatif. Et donc, la solution, c'est d'être capable de traiter des gros volumes de données. Et c'est à nouveau là qu'il faut des technologies qui sont performantes. Et si on prend l'exemple d'un hôpital, un grand hôpital de la PHP, il a de l'ordre de 100 000 avis patients par an. Et ces avis-là, en fait, quand on les analyse, on les structure, on les découpe, en fait, on arrive à identifier des axes de progrès très clairs avec les patients. Et finalement, quelque part, on co-construit avec eux sans leur prendre trop de temps, d'ailleurs, dans un focus group, parce qu'ils se sont déjà exprimés. Et c'est la beauté du truc, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble devient l'échantillon. Souvent, on fait un échantillon, on fait un focus group, on prend 5 personnes. Si on a la capacité de traiter des grands volumes, en fait, on peut co-construire de fait avec tout le monde. Et je prends un exemple. Dans les hôpitaux, il y a une étape du parcours qui est irritante, c'est la sortie. Tout le monde le sait, en fait, dans les hôpitaux, mais on n'y travaille pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chiffres pour dire qu'effectivement, c'est une étape critique du parcours. Et typiquement, on a démontré que ce qui manque, c'est la remise systématique d'une ordonnance. Tout le monde se dit de façon diffuse, oui, on la remet parce que c'est le process, sauf que la réalité, c'est que le process, en fait, il n'est pas appliqué parce que le médecin, il n'a pas le temps, ou l'infirmière, il n'a pas le temps, ou le patient, il a envie de sortir plus vite. À la fin, c'est un irritant. Et ça sort de l'analyse de centaines de milliers d'avis. Et c'est la seule façon, selon nous, en tout cas, de vraiment substantifier une telle décision, de dire on va travailler là-dessus. Nous, on n'est pas confronté au sujet de la co-création d'une offre. On est confronté à être sûr que le produit qu'on a proposé au client correspond bien à ses besoins. Je vous donne un exemple, c'est par exemple sur j'ai une petite somme, je veux placer cette somme.
Et là, on a besoin de bien écouter nos clients pour savoir ce qu'ils veulent en faire et quel niveau de risque ils sont prêts à prendre. Donc, on va par exemple leur poser des questions de type, vous voulez peut-être investir en actions, mais si jamais le CAC 40 baisse de 10%, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez, vous rachetez, vous consolidez votre position, vous restez. La réponse à cette question nous donne une idée sur la façon dont le client va se comporter. Donc c'est très intéressant, et ça, évidemment, la durée de placement, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez que ça soit disponible, vous êtes prêt à le bloquer pendant 2 ans, 5 ans. Et en fonction de ça, la réponse que l'on va faire sur l'offre, elle va être complètement différente. C'est l'IA qui nous permet aussi d'avoir ces réponses-là, et d'être capable de dire en fonction de ces réponses à ces questions, on va constituer le portefeuille. C'est un petit peu de la co-création d'offres. On va constituer le portefeuille financier du client de façon très, très particulière. Sur un crédit habitat, c'est pareil. Sur un crédit habitat, en fonction de ce que veut faire le client, est-ce que vous voulez acheter pour revendre d'ici quelques années quand votre famille sera agrandie, ou est-ce que vous voulez le conserver très longtemps? Ce n'est pas du tout la même réponse en termes de crédit derrière. On a même des offres qui permettent de dire à un client, la banque co-investit avec vous de manière à vous permettre d'acheter plus grand. Et quand vous revendez, on se partage à due proportion la plus-value qui est faite sur le bien. Donc vous voyez, c'est vraiment des sujets sur lesquels nous, on n'est pas tellement dans la co-création, mais on a un impérieux besoin qui est d'adapter la réponse que l'on fait aux besoins du client. Il faut innover, là aussi, on en parlait tout à l'heure, pour susciter cette surprise, cette joie chez le client. Est-ce que la data peut être une forme de frein à ça aussi? On voit bien comment elle peut servir cet objectif-là. Mais finalement, je me rappelle de Ford qui disait si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui vont plus vite. Et on n'aurait jamais eu la voiture. Est-ce qu'il faut savoir peut-être dépasser la donnée et ce qu'on va en tirer avec de l'humain sûrement pour pouvoir construire quelque chose qui répond aux attentes des clients, mais peut-être plus encore les surprendre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai quelques cheveux blancs. Ça fait quelques années que je travaille dans la banque, quelques décennies, sur des sujets de rupture technologique. Et je vais vous raconter qu'à la fin des années 90, on commençait à parler des plateformes téléphoniques pour être capable de répondre aux clients dans la banque. Vous avez des gens qui ont dit « Ah, chouette, on va pouvoir faire une banque exclusivement par téléphone. Banque directe, la compagnie bancaire. » Les autres banques traditionnelles ont dit non, moi j'ai un système, j'ai des agents, j'ai des conseillers, mais ils reçoivent beaucoup trop d'appels téléphoniques. Donc je vais rerouter tous les appels qui arrivent dans les agences sur des plateformes téléphoniques. Oui, et après c'était Internet. Minitel, Internet, ça a été j'ai trop d'actes sans valeur ajoutée dans les agences, je vais tout mettre sur Internet. D'autres ont dit non, je vais faire une banque sur Internet. Aujourd'hui, vous avez des banques qui disent non, je vais utiliser le digital, je fais une banque exclusivement digitale. Et d'autres qui disent non, je vais utiliser le digital pour optimiser mon système existant. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les dirigeants ont tendance à prendre la technologie pour optimiser les systèmes existants, pas remettre en cause. Ce n'est pas vrai que pour la data, c'est vrai pour l'ensemble de la technologie. À nous de dépasser ça et à penser le monde un petit peu différemment. De façon un peu pompeuse, j'ai dit un jour, la technologie précède la stratégie, au sens existentialiste du terme quasiment. Mais c'est ça qu'il y a derrière. Il faut que je comprenne la technologie pour désormais poser une stratégie pertinente. Daniel, est-ce que vous avez des conseils peut-être aux entreprises pour pouvoir faire cette bascule entre technologie et stratégie et bien utiliser les technologies et la data au service de cette stratégie d'entreprise? Oui, absolument. Et en fait, pour parler de ça, je parlerai d'un point qu'on n'a pas encore évoqué, qui est, en fait, il y a beaucoup de données dans les entreprises, mais il y a aussi des données à l'extérieur des entreprises. Et je ne parle pas de DSP2 qui vous en fait donner aux autres, mais il y a des données qui existent à l'extérieur des entreprises. On pense bien sûr aux réseaux sociaux. On pense tous, là, quand on dit réseaux sociaux, on pense à Facebook et Twitter. Sauf qu'en fait, dans une grande partie des cas, ce n'est pas en fait là qu'on va retrouver les vrais insights. Et je vais prendre l'exemple de l'industrie automobile à nouveau. On travaille pour des grands équipementiers mondiaux. Et en fait, on analyse pour eux toutes les discussions sur les forums spécialisés automobiles. Et pas qu'en France, en fait, dans le monde entier, aussi en Chine. Et en fait, ça permet d'identifier des trends, des attentes, qui sont en fait eux-mêmes une source d'innovation et donc qui viennent alimenter la stratégie. Je prends un exemple. Les équipementiers auto travaillent notamment sur les phares, évidemment. Il y a un gros enjeu de réduction des émissions, de réduction de la pollution. Sauf que sur les phares, personne n'y a pensé.
Et en fait, dans des forums, on a identifié en fait des personnes qui disent « Tiens, au fait, est-ce que quand je suis arrêté au feu, au feu tricolore, est-ce que l'intensité de mes feux, pour voir, ne pourrait pas diminuer un peu ?» Quand on se dit ça, on se dit « Ah oui, c'est pas bête ». Sauf qu'en fait, personne ne se l'était vraiment dit. Et ça, c'est typiquement l'intelligence qui vient de la masse et donc qui vient alimenter en fait tout un pan de stratégie d'alimenter donc la réduction des émissions sur base d'idées venant de la masse. On arrive au bout du timing. Je n'ai pas de questions sur la plateforme, mais comme je sais que le numérique peut aussi être un irritant, est-ce qu'il y a peut-être des questions directement dans la salle qu'on pourrait prendre? Il nous reste encore quelques toutes petites minutes. Plaisir d'être dans une relation de proximité. Non? Qui a envie d'interagir ou d'avoir un point de vue? D'ailleurs, ça peut être une question, ou ça peut être aussi un point de vue décalé. Tout le monde n'en a pas forcément à être complètement d'accord avec tout ce que vous venez d'éclairer, même si les éclairages étaient pertinents. Non? Dans ces cas-là, c'est que je pense qu'on a été très complet sur le sujet. C'est plutôt bon signe aussi. Ouais. Merci en tout cas à tous les deux. Et puis on sera de retour dans quelques minutes pour parler d'intelligence émotionnelle et prolonger la discussion qu'on a eue. Avant ça, donc merci à vous deux pour vos interventions. Ce dialogue à deux voix était vraiment très très intéressant. On peut en retenir quelques mots-clés. Effectivement, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, cette expérience unique qu'on veut donner aux clients, elle ne pourra se produire que si on sait avoir une multiplicité d'acteurs qui sont capables de répondre à un client qui, lui, veut une expérience unique. Il y a aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand vous avez expliqué par rapport à cette montée du numérique, oui, quel sens on donne à la montée en puissance du numérique dans nos entreprises. Hein, si on donne du sens, si ce sens il est positif pour l'expérience de nos clients et l'expérience de nos collaborateurs, il n'y a pas de frein humain à ça. Hein. Et puis la valeur ajoutée, effectivement, quand on dit intelligence artificielle et expérience humaine, c'est quelle est la valeur ajoutée de la dimension humaine et de la dimension de ces deux expériences réunies. C'est parce que c'est pas ou, c'est et à chaque fois. Et souvent, dans le monde des services, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut réconcilier des choses qu'on aurait tendance intellectuellement à opposer. Vous n'avez pas opposé à aucun moment l'humain, l'intelligence, la valeur ajoutée de la relation humaine et ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle. Donc, merci à vous de l'avoir éclairé comme ça. Et puis, c'est vrai que moi, on remarque dans toutes les analyses qu'on fait à l'Académie que par rapport à ce côté données, RGPD et tout ça, ce que veulent les clients, mais c'est encore une fois, c'est du bon sens, ils nous donnent des données, ils veulent qu'on en fasse un bon usage. S'ils ont donné une donnée et qu'on ne l'utilise pas, ça les énerve. Hein, mais par contre, si on leur montre qu'on fait bon usage des données qu'ils nous donnent, les clients, on est des tiers de confiance. Sinon, les clients nous quittent. Aujourd'hui, s'ils n'ont plus confiance, ils nous quittent. Voilà. Et puis, je pense que, également, vous l'avez dit, c'est important que cette révolution-là, c'est penser le monde différemment. Et c'est penser, effectivement, l'expérience de nos clients en faisant vraiment une révolution et parfois des changements profonds dans la façon dont on imagine l'expérience client et l'expérience collaborateur. Merci à vous.